Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meilleur, alias la DG d'Alias Entrepreneur, qui est un OBNL, en fait, qui produit et diffuse du contenu pour former, pour motiver les entrepreneurs. On est aussi un OBNL qui organisons différentes activités de réseautage, autant en virtuel qu'en présentiel, pour briser l'isolement des entrepreneurs de partout au Québec. Donc, n'hésitez pas à aller visiter aliasentrepreneur.com si vous voulez être à l'affût de tout ce qu'on fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou pour savoir quand seront diffusés les prochains épisodes de podcast. Je ne pourrais pas passer sous silence l'apport de bailleurs de fonds importants, donc j'aimerais remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. J'aimerais remercier aussi le programme Persévérance, ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si jamais vous êtes comme moi très pressé dans la vie, que vous n'avez pas le temps d'écouter les nouvelles, InfoBref, c'est une infolette que vous recevez à tous les matins. Ça prend 5 minutes, vous allez avoir les informations les plus importantes de l'actualité. Ils ont également un podcast qui sort à chaque semaine qui vous fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans votre semaine, ce qui est très pratique là, dans votre vie chargée. Donc, cette semaine, en fait, j'ai la chance de recevoir Julie Rochon. Bonjour, Allô. Julie. Allô. Qui est conseillère aux entreprises. Oui. Aujourd'hui, on va parler ensemble, en fait, de repositionnement d'entreprise dans des contextes plus difficiles. Donc, je pense que ça va être très pertinent comme sujet. Oui. Merci beaucoup de venir partager avec nous ton expertise. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça permettre aux auditeurs de te connaître. T'es qui, toi, Julie? Oui. Par où est-ce que t'es passée? Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Là, là, OK. Est-ce qu'on a un épisode de 4 heures? On pourrait prendre un beau 2 minutes. Je suis conseillère aux entreprises, donc j'aide majoritairement les travailleurs autonomes, mais aussi les PME, les OBNL, qui offrent des services au niveau de leur positionnement, donc les offres, le positionnement de façon globale là, par rapport à leurs compétiteurs, les processus, mais aussi les communications internes, externes, numériques, corporatives. Donc, c'est un beau mix. Une généraliste spécialisée dans plusieurs choses, une multi, finalement. Okay. Puis l'entrepreneuriat est arrivé dans ta vie à quel moment, en fait? Ça va faire 8 ans cette année que je suis à mon compte. J'ai démarré en 2016. Je travaillais en agence. Pour faire une histoire vraiment très courte, j'ai perdu ma mère quelques mois avant. J'ai comme réalisé qu'on avait juste une vie à vivre. J'ai tout sacré ça là, puis je suis partie à mon compte sans filet, ce que je ne suggère vraiment pas de faire. Mais j'étais chanceuse, ça a vraiment bien fonctionné dès le début, puis je suis encore là aujourd'hui, fait que ça va bien. OK. Fait qu'on va discuter ensemble un petit peu on sait, on tombe en récession économique, les temps sont un petit peu plus difficiles présentement. Quels sont, selon toi, les principaux défis ou qu'est-ce que tu vois parmi ta clientèle? Là? Qu'est-ce que les solopreneurs ou les micro-entrepreneurs vivent présentement par rapport à ce ralentissement économique-là? Oui, bien, déjà, en partant, ils vivent une grosse baisse de revenus. Je pense que c'est le principal frein, la principale chose aussi qui fait en sorte qu'ils sont portés à tout défaire dans leur entreprise parce qu'ils sont stressés, ils ressentent le besoin d'avoir des résultats rapidement. Puis je sais pas si tu es comme moi, mais tu sais, les décisions prises juste pour l'argent, c'est rarement les bonnes. Très bonnes. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent vers moi dans des moments où ils sont à bout de solutions, ils ne savent plus quoi essayer, puis ils ont besoin d'une vue d'ensemble un peu de la situation, là, de se faire peut-être challenger aussi, sans nécessairement avoir à baisser leur prix, voir comment ils peuvent faire les choses autrement. OK. Puis dans le fond, comment, tu sais, quels conseils tu pourrais nous donner? Parce que, bon, j'imagine les gens arrivent vers toi il y a un peu tard, peut-être, ou tu peux avancer Oui. dans la détresse, dans la recherche de Ouais. solutions. Quels seraient les conseils pour toi? Bon, je suis un solopreneur, je suis une solopreneur, je me rends compte que, bon, mon marché évolue ou les ventes ne sont plus là. Ouais. Comment je peux anticiper ces changements-là ou comment je peux faire là, pour amorcer certaines réflexions? Oui, c'est ça. Bien, tu as déjà mis le mot réflexion. C'est la chose qu'il faut que les gens soient prêts à faire. Parce qu'on ne peut pas juste arriver puis donner des solutions, je veux dire, en accompagnement. Vous le faites aussi avec Alias. De façon générale, on peut donner des conseils généraux, mais sinon, il faut vraiment prendre le temps de réévaluer le marché parce que tout a changé là, depuis la pandémie, avec la récession aussi. Revoir, qu'est-ce qu'ils font nos compétiteurs? C'est qui nos compétiteurs? Puis la chose que les gens ne pensent peut-être pas à regarder aussi, c'est la clientèle. C'est quoi comment ses habitudes ont changé? Donc là, je vois vraiment, puis c'est un peu ironique dans le sens où les gens ont moins d'argent, mais ils veulent plus se faire, en tout cas de ma perception,
veulent plus se faire accompagner en individuel qu'en groupe. Donc là, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de nos clients tout en dénaturant pas ce qu'on fait, puis en continuant d'offrir de la qualité, mais peut-être à un coût moindre, mais sans dévaluer notre travail ou notre expertise. Puis quand tu dis d'aller regarder un peu nos compétiteurs, là, on fait ça comment? On s'invente un client mystère? Comment on fait pour regarder qui est autour de nous? Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui se questionne? Quelle est la bonne façon ou la façon la plus éthique d'aller regarder les autres, en fait? J'ai le goût de dire qu'il n'y a pas de meilleure façon, mais il y a des domaines où c'est plus facile parce qu'on est sur le web. Sur le web, on va souvent voir c'est quoi les services des entreprises, qu'est-ce que ça comprend, c'est quoi les prix, comment ils fonctionnent. Surtout pour les solopreneurs, on le voit. Pour les gens qui sont plus game, je les invite à communiquer avec leurs compétiteurs, puis à avoir une approche de compétition. Donc, de dire, ben on est dans le même domaine, j'aimerais ça peut-être comprendre comment toi et moi, on se différencie dans notre marché. Un peu évaluer qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais. Puis aussi pour le pricing, c'est de ne pas surévaluer ou d'évaluer ce que les autres font autour. Fait que mes clients qui l'ont fait ont été agréablement surpris de la réponse. C'est sûr qu'il y en a qui sont très fermés puis très jaloux de leur... c'est correct, là. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille avec les années. C'est sûr que quand on manque de clientèle, on n'est peut-être pas porté à s'ouvrir puis hey, je fonctionne de cette façon-là, puis mon prix, c'est telle façon de... Bon, mais je pense que ça peut être super intéressant de le faire, surtout que dès qu'on voit la différence, si toi et moi, on était des compétiteurs, bien, dès qu'on sait c'est quoi la différence entre nous deux, bien, moi, je peux te référer, puis toi, tu peux me référer aussi. Fait que je veux dire, la force du nombre, là, à un moment donné, ça devient super intéressant. Non, j'aime ça ce que tu dis parce que, vous savez, j'ai déjà été en affaires aussi. Puis, nous, ce qu'on a vécu, c'était beaucoup de... Les gens se sont fait passer pour des clients pour prendre l'information. C'est quand même assez violent, je trouve, comme façon de faire, ou au niveau éthique. Fait que j'aime le mot compétition. Oui. Hein, je veux vraiment mettre l'emphase sur le mot que tu as dit. C'est pas compétition, c'est compétition. Je pense qu'effectivement, ça fait partie de la réalité, hein, la concurrence. Donc, de travailler ensemble pour se positionner différemment, je pense que c'est un changement de mentalité qui est nécessaire. Là, puis pour vous aussi, si jamais vous êtes un peu mal à l'aise d'appeler un concurrent, ben, allez-y vraiment dans une approche d'entraide là, pour aller chercher l'information puis vous positionner après. Je pense qu'effectivement, ça fait tomber des barrières puis ça évite de briser des relations ou d'entretenir quelque chose de malsain qui, des fois, après, va continuer avec la clientèle et tout ça. Là, donc, exact. Puis, sur le web, là, c'est comme les murs ont des oreilles. Je veux dire, tout se sait aussi. Donc, c'est pas parce que vous parlez en DM contre quelqu'un ou parce qu'il y a quelque chose qui se passe que les gens ne savent pas, ça jase beaucoup. On est quand même un petit milieu au Québec, surtout quand on parle d'entrepreneuriat web. Donc, c'est ça. Ça devient important de jouer franc jeu. Puis, si on n'est pas à l'aise d'aller vers la personne, on peut demander à nos contacts aussi qui sont entrepreneurs, est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu connais des gens qui ont fait affaire avec cette personne-là? C'est juste de ne pas être dans l'optique de je veux dénigrer l'autre entreprise. C'est juste pour voir comment est-ce que moi, je peux me différencier de cette personne-là et non pas pour la copier. Excellent, j'adore ça comme conseil. Puis, on a souvent eu l'adage, on entend ça, il ne faut pas baisser ses prix, rajouter un zéro, on l'a souvent. Là, on est dans un contexte où l'ensemble de la population va être plus près de son portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Si je ne veux pas baisser mes prix, tu as ouvert un peu tantôt, là, mais c'est quoi tes conseils là, aujourd'hui? Oui, bien, il y a différentes tactiques. C'est sûr que là, tu disais d'ajouter un zéro, puis ça m'a fait penser au livre d'Alexandra Martel. C'est sûr que c'était sur comment on peut charger à la valeur. Fait que c'est sûr que ça permet d'augmenter son prix. Rendu là, je pense que tout est dans la façon de présenter son offre, puis à quel point ça répond aux besoins de la clientèle aussi. Donc, si c'est un besoin super important ou urgent, c'est sûr que les gens vont peut-être être portés à accepter un prix plus élevé. Mais présentement, ce que je vois plusieurs personnes faire, puis ce que je conseille aussi, c'est des fois, c'est juste de se créer des offres qui sont déclinées de notre offre principale. Donc, ça peut être,
si vous faites de l'accompagnement sur 6 mois, je donne un exemple, l'accompagnement sur 6 mois, ben, est-ce que vous pourriez créer un accompagnement qui offrirait sur 2 mois X rencontres, mais qui n'a pas tout le flafla qui vient avec le 6 mois habituellement, comme moi j'avais là, dans le temps, Voxer limité, puis ci, puis ça, puis des patentes, puis des... Bon, comment est-ce qu'on peut couper dans les coûts ou dans ce qui n'est pas nécessaire pour que notre client puisse quand même partir du point A puis arriver au point B? Donc oui, on diminue notre prix, mais on diminue aussi la quantité de temps qu'on passe sur le projet ou les rencontres clients, puis on a enlevé tout ce qui est superflu. Donc, puis il y a beaucoup de gens qui découvrent après que cette façon simplifiée-là de faire des affaires, ça leur convient encore mieux que l'espèce de gros package qui est peut-être plus difficile à vendre, qui est le fameux premium. Oui, le client en main ou effectivement. Puis je pense que toi-même, tu l'as appliqué dans tes services. Oui, c'est ça. Moi, je suis partie de... En fait, vu que j'ai une approche générale de l'entreprise, j'ai fait ressortir c'est quoi les thématiques que je parle le plus souvent. Donc, j'ai sorti le positionnement, les offres, les processus et la visibilité, les communications. Fait que je me suis dit, bon, mais parfait, je vais me créer 4 services. Un service qui met l'emphase sur un de ceux-là. Puis ça a été un échec total. D'accord? Ça a été un échec total parce que je me suis rendu compte que quelqu'un qui venait pour le positionnement, je ne peux pas parler des offres. Quelqu'un qui vient pour parler des processus, bien, je veux dire, il faut nécessairement que je parle des offres. Puis quelqu'un qui parle de visibilité, je n'ai pas le choix de passer tout ça, il faut que ce soit clair. Fait que dans le fond, c'est que j'ai ramené ça à la plus simple expression. C'est des forfaits de X rencontres sur X temps dans lesquels on va discuter de tout ça, mais où on va mettre nos priorités à différentes places selon le nombre de temps qu'on passe. Dans le fond, moi, j'ai accepté que je ne pouvais pas parler juste d'un sujet parce que tout est dans tout. Puis je peux pas éliminer un sujet. Puis je peux pas dire à une cliente... on ne parlera pas de visibilité là, parce que toi, tu as pris le service sur les offres. Ça ne fonctionne pas. Là. Donc, c'est ça. Ramener à la plus simple expression, là, je pense que dans ce cas-ci, en tout cas, ça peut faire juste un temps. C'est plus partie bouchée, dans le fond. Puis, je pense que tu me disais que c'est au final, en fait, est-ce que tu as perdu de l'argent à morceler ton offre en plus petits morceaux? Non, parce qu'il y a des gens qui ont renouvelé, donc au final, qui ont payé plus que le service, mon gros service, là, si on veut. Donc, mais en même temps, ça amène une certaine paix d'esprit pour les clients parce que ben, ils sont à l'aise avec le premier montant payé. Puis, selon le travail qui est fait, selon les résultats, ben là, ils vont dire parfait, ça vaut la peine, mais je vais continuer à investir. Puis, dans mon cas, j'offre toujours des versements mensuels. Ça aussi, c'est une autre tactique qu'on peut utiliser qui permet vraiment, tu sais, il y en a beaucoup que c'est des virements Interac et tout ça. Je pense PayPal, carte de crédit, oui, ça engendre des frais, mais vous allez avoir des clients que vous n'auriez pas si vous ne faisiez pas ça. Ouais. Okay. D'accord. Puis, il y en a peut-être qui vont se dire, ben tu sais, j'ai peur un peu si je change un peu mon offre, si je réduis un peu ou je morcelle mon offre de service, est-ce que je vais perdre ma notoriété? Tu sais, comment on fait pour s'assurer de ne pas... que ce ne soit pas mal vu peut-être par nos clients. Ou, on a travaillé fort à bâtir notre entreprise. As-tu des conseils un petit peu pour guider ceux qui seraient inquiets ou qui ont peur de faire le move? Comment on le communique ça aux clients? Ben, je pense que ça se fait, puis j'ai vu beaucoup de gens le faire, de juste nommer, par exemple sur LinkedIn, dans la situation actuelle, j'ai à cœur d'aider la clientèle, peu importe laquelle. Pour cette raison-là, j'ai décidé d'ouvrir X plage de tel service qui n'est pas dans mes services habituels, mais que ce qui fait que sur le site web, c'est quand même nos services réguliers qui sont là, mais les contacts qu'on a, si on a des appels découvertes ou autres, on a d'autres offres qu'on peut proposer. Puis ça, sincèrement, le mot se passe. Le mot se passe. Puis je pense que la clé, c'est juste de nommer que c'est temporaire. C'est pas... Parce que là, pourquoi quelqu'un paierait plusieurs milliers de dollars, puis là, tout d'un coup, c'est plusieurs centaines de dollars. Les anciens clients vont dire, est-ce que je me suis fait avoir? Ça valait pas ça. Fait qu'il faut vraiment réussir à décortiquer ou expliquer c'est quoi la différence entre les deux formats.
Mais je pense juste d'amener, les gens sont super contents de dire qu'on ouvre des places à moindre coût ou, tu sais, peut-être avec moins de Moins de contraintes. services ou un autre service différent. Exact. C'est ça, tu sais, je pense qu'il faut... je suis d'accord avec toi qu'il faut expliquer un peu la valeur Ouais. de ça pour pas fâcher ceux qui ont effectivement payé le forfait clé en main au premium. Exact. Puis, Ben tu oui, sais, puis pendant la pandémie, Mm. j'avais un seul service qui était sur 6 mois. J'étais chanceuse, j'ai jamais autant travaillé durant la pandémie, mais c'était sur 6 mois, puis j'ai commencé à proposer des versements sur 8. OK. Puis mes places se sont remplies, puis j'ai pas diminué mon prix, j'ai juste augmenté le nombre de versements, donc les paiements étaient plus petits. La seule chose, c'est que j'ai toujours spécifié à chaque personne, je fais confiance aux gens. La journée qu'il y a quelqu'un qui termine le service, mais qui ne termine pas ses paiements, il n'y aura plus personne qui va avoir le droit d'avoir des paiements de plus. Puis ça fait son effet. C'était ma question. Est-ce que tu as eu des mauvais payeurs? Ça t'est jamais arrivé non, encore? Ça m'est jamais arrivé parce que je le spécifie toujours. Je les laisse libres. Là, moi, j'utilise Thrivecart, fait que tout est automatisé. Les gens peuvent choisir le nombre de versements. Puis je leur dis toujours, sentez-vous pas mal, prenez, même si vous prenez 8 versements, c'est correct. Si c'est là, c'est que moi, je suis à l'aise de vous l'offrir. Habituellement, les gens, c'est ce qu'ils prennent. Puis je pense qu'ils ont une certaine reconnaissance de dire, ben tu sais, ça m'enlève une charge mentale de dire peut-être que ça diminue de 200 ou 300 $ par mois des versements, ou des fois, ça peut être même moins. Mais tu sais, c'est apprécié. Là. OK. Ouais. C'est intéressant. Je suis contente de voir que ça n'a pas. C'est ça. T'as pas En eu tout cas, je de touche mauvais du bois payeurs. à date. À date, c'est correct. Là. OK. Ben, excellent. Puis c'est vrai qu'effectivement, les gens, ils veulent pas nécessairement pas payer ou sont engagés dans une relation avec nous. Là, des fois, on a peur, puis ça peut arriver. Ça va peut-être effectivement t'arriver un jour où là, comment on joue avec cet enjeu-là. Ouais. Je pense que c'est personnel à chacun. Exact. Puis t'as peut-être eu des exemples dans tes clients ou toi-même? Il y a peut-être, des fois, la technologie est là, l'intelligence artificielle est là. Avant de penser à revoir son offre, y a-t-il des choses qui, au niveau technologique, qu'on pourrait mettre de l'avant pour s'aider si jamais on veut améliorer la rentabilité de notre entreprise? Ben oui, ben c'est revoir les processus. Je veux dire, je vois tellement de monde qui dit je comprends pas, mon offre sur papier est super rentable, mais au bout du compte, je dépasse de 15-20 heures. Puis là, je me mets à poser des questions. Puis dans le fond, ce que je dis souvent aux gens, c'est prenez chaque offre que vous avez, puis décortiquez à partir de l'appel découverte ou du premier contact jusqu'au dernier courriel avec soit une facture ou un merci, c'était bien le fun, bye bye. Tout ce qui se passe entre les deux, puis mettez le nombre de temps que ça vous prend, puis de quelle façon vous le faites aussi. En regardant ça, là, je me suis retrouvée avec des clientes là, qui avaient deux pages dans Word. Là. Mon Dieu, je me sens comme un dinosaure dans Word, dans Google Doc, ou en tout cas, peu importe. Ils ont comme 2 pages. Hey, ça m'a ramené en arrière. Mais... ça traduit, mais non, Word existe encore. Oui, on peut je pas. sais, mais pour une fille du web, ça fait bizarre de dire Word, là, en tout cas. Mais c'est ça. Puis là, c'est de voir, mais est-ce qu'il y a des étapes qui sont superflues là-dedans? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Puis le but, c'est pas nécessairement de tout automatiser, parce que je pense pas que d'automatiser à 100%, les gens ont peur d'automatiser parce qu'ils disent « Ah, la relation avec les clients, c'est important. » Oui, mais si le côté administratif du service, il est automatisé, je veux dire, il vous reste encore juste plus de temps à passer avec votre client. Donc, je pense que c'est une façon vraiment intéressante, sans diminuer son prix. Si le prix a été mis en place avec un long et lourd processus, puis qu'on garde le même prix, mais qu'on sauve des heures, ou je veux dire, ça fait toute la différence. Là. OK. C'est une réflexion des fois que les gens pourraient avoir aussi. Là. Oui. Faites-là si ça donne en Word. Oui, si Google c'est Doc. Word, appelez-moi, écrivez-moi quelque chose. Il existe d'autres outils. Oui. Donc, si vous avez une liste très longue, effectivement, comment on peut la simplifier, quels outils existent, vous faites des recherches effectivement sur le web. Vous allez pouvoir poser des questions sur des groupes, voir qu'est-ce que les gens font. Juste la facturation, automatiser des fois un système de gestion de clients avec notre facturation, puis tout ça, je pense que ça peut déjà sauver énormément de temps, de stress, de travail qu'on aime moins faire. Oui, là. puis de simplifier les outils aussi. Je vois tellement de gens qui utilisent 50 outils.
puis que là, ça leur coûte je ne sais pas combien par année d'outils, bien justement, en revoyant les processus, est-ce qu'il y a un outil qui fait plusieurs tâches? Parce que souvent, les gens vont se dire, ah, bien là, cet outil-là, il coûte, par exemple, 800 par année. Oui, mais s'il t'empêche d'avoir 15 outils à gérer avec pas de service à la clientèle, puis de... Tu sais, ça peut valoir la peine. Fait qu'il y a ça à évaluer aussi, là, qui peut avoir un impact. Là. Effectivement. Ouais. Je vais t'amener dans une zone un petit peu intéressante. En fait, on sait quand ça se met à moins bien aller, puis c'est peut-être le cas de certains d'entre vous qui nous écoutez. On cherche des solutions, on tombe en mode un petit peu panique, en mode réaction, on va prendre des décisions, on regarde qu'est-ce qui se fait. On tombe un peu plus vulnérable peut-être, hein, c'est des zones de vulnérabilité où on est moins en contrôle d'une situation. Donc, puis on peut se tourner vers différentes ressources qui existent ou différentes options qui s'offrent à nous pour presque miraculeusement aider notre entreprise. Des solutions très faciles pour régler un problème. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet-là? Est-ce que c'est une bonne idée que d'aller vers un plan facile en 3 heures, révolutionner votre entreprise? Ou qu'est-ce que tu penses de ces avenues-là pour les gens qui sont un petit peu plus en mode panique ou en détresse et qui veulent s'aider? Oui, là, je pourrais partir pendant très longtemps, puis tu le sais, mais c'est sûr que les solutions faciles sont super tentantes, là. Je veux dire, fais A, B, C et tu auras tel résultat ou tu auras tant de clients, tu gagneras tant d'argent par mois. Bon. Puis ça peut fonctionner, mais c'est rarement pour la majorité des entreprises. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est de un, il n'y a rien habituellement qui fonctionne bien quand on est dans la pression de performer ou dans la pression de faire rentrer de l'argent. C'est rarement des bonnes décisions. Puis je le dis là, en toute sincérité, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans ce genre de décisions spontanées de « Oh mon Dieu, telle personne vient de dire telle chose, puis peut-être qu'elle a les réponses pour que enfin mes choses, ça roule comme il faut, que j'attire enfin des clients d'une façon régulière ou autre. » Puis au final, non, tu sais, je pense que ça devient important de prendre un pas de recul sur les gens qu'on écoute, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a des gens qui nous inspirent, c'est pas voulu, ils sont juste là, puis ils ont une personnalité ou ils ont des paroles inspirantes. Mais faites attention aux gens que c'est leur travail de vous inspirer. Je pense que... Oui, bien, il y a de l'influenceur, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un temps, je pense, la récession, ce que ça va amener, qui est profitable pour, tu sais, puis c'est correct, c'est un mode de business, tu sais, on ne tombe pas dans le jugement, mais quand même, comme solopreneur, comme entrepreneur, je pense qu'il faut faire attention, il faut faire ses devoirs. Oui, c'est ça. Tu sais, je ne suis pas adepte de dire magasiner vos professionnels, puis tout, mais vous pouvez poser des questions à votre entourage, vous pouvez aller lire sur les avis sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn. Qu'est-ce que les gens ont fait de concret? Puis encore là, si vous voulez être inspiré et que vous voulez travailler votre mindset et compagnie, c'est parfait, ces personnes-là. Je ne parle pas des influenceurs, mais je parle des gens qui sont plus au niveau qui sont moins dans le concret, qui sont plus dans la réflexion, mais la manifestation et tout ça. C'est correct. Mais si vous voulez que votre business avance, oui, il y a des choses à travailler au niveau du mindset, mais il y a aussi du travail concret à faire. Puis c'est ça, je vois beaucoup trop de gens, malheureusement, se dire qu'en manifestant, là, je vais me faire pitcher des roches par plein de monde, en tout cas, je l'assume, qu'en manifestant, le succès va arriver. Puis je suis vraiment... Je crois en la pensée positive. C'est sûr que quand on est dans une énergie positive, on est dans un meilleur mood pour qu'il se passe des choses puis attirer des choses. Mais si on manifeste puis qu'on est assis sur notre derrière à attendre que ça se passe, il ne se passera rien. Puis vous allez juste avoir dépensé beaucoup d'argent pour apprendre que finalement, ça part de vous et non pas de quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Puis je pense que la vie qu'on souhaite partager, c'est un petit peu, oui, je suis d'accord aussi, le mindset, la pensée positive, ça vous l'apprend parce que, bon, il faut être résilient quand on est en affaires, c'est encaisser les coûts. Puis, tu sais, présentement, il y en a un nombre un peu plus élevé que d'habitude. Mais effectivement, tu sais,
faites juste mesurer l'argent que vous allez investir dans ce que vous allez aller chercher comme support, comme formation aussi, ce que ça répond autant aussi avec des solutions concrètes pour votre entreprise. Exact. Allez-vous savoir quoi faire un peu plus dans vos processus parce que c'est bien d'avoir la pensée puis elle est importante, mais après ça, on fait comment? C'est beaucoup ça aussi. Fait qu'il faut, si vous voulez aller d'un côté pour vous garder motivé, c'est excellent. Ouais. Il y a plusieurs services aussi qui existent qui sont peu chérants, comme des mentors, Ouais. du réseautage qu'on peut aller faire, aller se trouver des gens. Il y a des groupes de co-développement d'affaires aussi qu'on peut aller chercher. Il y a de se trouver un binôme aussi, un ou Ouais. une binôme, puis tu sais, la beauté d'être en affaires à notre époque avec le web, c'est que on peut se faire des amis entrepreneurs, puis il y en a avec qui ça va plus cliquer, puis il n'y a rien comme parler à quelqu'un qui comprend notre situation, parce que chum, blonde, famille, s'ils ne sont pas à leur compte, ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes en train de vous arracher les cheveux de la tête, puis de stresser, puis de penser juste à ça, puis d'être en train d'élaborer des plans tout le temps, tandis qu'un ou une amie entrepreneur va être capable de vous ramener un petit peu en disant comme là, tu paniques. Prends 2 petites secondes pour t'arrêter. Puis, tu sais, moi, j'essaie de prendre aucune décision. C'est vraiment difficile parce que je suis une fille ultra spontanée. J'essaie de prendre aucune décision quand je me sens, j'ai juste le terme overwhelmed, là, mais je cherche le. Oui, submergée. Puis que je suis comme, je sais pas, tu sais, parce que ça m'arrive moi aussi, là. Je suis pas meilleure que personne. Puis dans ces moments-là, j'essaie juste de me dire que c'est temporaire. Avant, ça pouvait durer une semaine. Maintenant, je me force à ce que ça dure pas plus qu'une journée. Puis je me laisse vivre ça parce que je pense que c'est nécessaire. Puis je pense que ça permet aussi de réaffirmer que oui, je veux rester à mon compte, je veux que ça fonctionne. Puis là, après ça, je me mets en mode solution. Comment je fais pour me sortir de cette situation-là? Non, j'aime ça ce que tu dis parce qu'effectivement, de prendre le temps de l'accueillir, c'est ce que vous vivez aussi. Oui. C'est un peu comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ondes, on ne voit pas bien à ce moment-là. Fait qu'essayer de prendre des décisions pour ses affaires. Quand on a lancé une grosse roche dans le lac, puis que là, c'est ça, l'eau est trouble, généralement, on ne prendra pas des bonnes décisions à ce moment-là. De prendre un temps de recul puis de se rappeler que ça finit par passer. Encore non, on ne joue pas à l'autruche. Non. Le binôme, je l'aime beaucoup aussi, ce que tu as amené comme idée, parce que ou même les groupes, les réseaux sociaux regorgent de groupes d'échanges où on peut aller poser une question puis les gens vont vous donner quels sont les outils que les autres utilisent. Ou il y a des gens qui vont vous lever la main qui vont dire hey, « moi aussi, je suis déjà passée par là, écris-moi, on va se parler ». Donc, je pense qu'une première étape peut aussi être dans un réseau d'entrepreneurs, que ce soit en personne ou en virtuel, de l'adresser. J'éprouve certaines difficultés. Avez-vous déjà vécu ça? Vous allez vous rendre compte que on vit tous ça à un moment donné. Puis c'est là qu'on réalise que, parce que, tu sais, c'est gênant de dire mes choses vont pas bien ou je me sens pas bien là-dedans, puis je suis stressée, puis j'ai juste le goût de mettre la clé dans la porte parce que ce serait tellement la solution la plus facile. Puis souvent, les fois que moi, ça m'est arrivé soit de me sentir seule, je travaille de la maison, je suis tout le temps toute seule, ou de vivre des choses, à chaque fois, j'ai osé le nommer. Moi, je suis chanceuse dans le sens où j'ai une communauté qui me suit dans mes stories sur Instagram où je partage beaucoup comment je me sens par rapport à ma business, quand je me plante, quand je réussis, fait qu'ils sont au courant de ça. Fait que ça fait que j'ai découvert un réseau d'entraide puis de support. Il y en a qui sont passés dans la vraie vie aussi, mais où il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, merci de le nommer, je pensais que j'étais toute seule à pas vouloir telle chose ou à me sentir comme ça. » Aller parler, oser le nommer, même si c'est de faire une publication, là, puis que ça peut être super malaisant pour vous de le faire, ça allait avoir un raz-de-marée d'amour, de support. Il y a des gens là-dedans qui vont vous suggérer de prendre un temps pour vous parler en privé, puis aller chercher de l'aide dans ce cas-là. J'ai envie de dire, mais des fois, il faut peut-être aussi faire attention à où on le nomme, puis de la façon que c'est nommé aussi. Là, je vais juste mettre un bémol, c'est pas à notre clientèle, c'est pas sur notre site web, c'est pas, il ne faut pas laisser transparaître non plus à nos clients ou tout ça. Je pense qu'il faut, parce que j'ai vu ça dernièrement, des gens qui, dans leur réseau, de leur entreprise, en mettaient un peu trop, puis j'étais comme, ça pourrait tomber inquiétant. Il y a comme une limite. Oui, ça peut être dangereux aussi. Donc, ça dépend toujours comment c'est apporté. C'est sûr que si on fait une publication et on dit « Oh mon Dieu, je suis dans la merde,
Je vais faire faillite. J'ai je sais pas combien de dettes, puis oui, je Ouais. vais faire faillite, puis ci, puis ça. Bien, c'est sûr que vos futurs clients qui vous regardent, ils se disent est-ce que je vais prendre la chance d'aller là? La personne est super négative. Est-ce qu'elle va mettre la clé dans la porte en plein milieu quand elle va m'aider? Est-ce qu'elle est en état de m'aider aussi? Fait que je pense que tout est dans la façon de le nommer. Puis sur LinkedIn, surtout sur LinkedIn, où il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'intrapreneurs aussi, donc qui comprennent le feeling un peu. C'est juste d'en dire juste assez pour que les gens comprennent. Puis après ça, quand vous serez en privé, là, libre à vous de nommer, dire ouf, hey, là, je suis tellement découragée, puis ça va pas mes affaires. Puis, mais c'est sûr que il a nommé quelque chose et tout dire publiquement. Je pense que la ligne n'est pas la même pour tout le monde. Moi, ma ligne est très claire dans ma tête. Je sais jusqu'où je peux aller dans ce que je dis, mais toujours parce que je suis consciente de l'impact que ça peut avoir sur les gens aussi. Tu as bâti aussi ton impact avec ce que, tu sais, je pense que ce que tu es capable de dire amène aussi vers toi de la clientèle. Tu as un service qui permet aussi une oui, parce que je comprends ma clientèle, ça, donc c'est sûr que dans mon cas, c'est un plus. Puis même, tu sais, parler, mettons, durant la pandémie, ah mon Dieu, conciliation, travail-famille, mais tu sais, j'ai énormément de mères entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qui ont une charge mentale déjà très élevée, qui là, en plus, fait que là, je me suis mis à parler juste, pas juste, mais plus de gestion du temps, gestion des émotions, on s'entend là, c'est pas mon expertise, là, mais ça parlait tellement à ma clientèle, parce que techniquement, je suis ma clientèle cible, que ça a généré une espèce de mouvement de solidarité qui a fait que durant toute la pandémie, moi, je me suis sentie très bien. Tu étais bien entourée. Oui, c'est effectivement. Fait que, je pense que c'est ça, retenez que d'en parler, c'est bien, de le nommer, ça peut être bien aussi. Il y a des réseaux. Effectivement, LinkedIn, je suis d'accord, c'est un beau bijou pour ça. Si vous n'avez pas de LinkedIn, connectez-vous puis bâtissez-vous une relation. C'est plus beige, là. Non, mon Dieu, tellement pas. C'est ça, c'est vraiment intéressant, LinkedIn, pour le réseautage d'affaires. Je pense que c'est un beau média très coloré. Effectivement, c'est loin d'être beige maintenant. Non, ça a déjà été beige, mais ça l'est plus beige. Non, c'est vraiment intéressant. Donc, d'en parler pour se rendre compte que c'est normal de retenir effectivement que ça ne dure pas tout le temps. Puis faites attention, sachant que vous êtes plus vulnérable, sachant que votre eau est trouble parce qu'il y a un caillou qui est tombé dedans, de ne pas vous lancer dans les premières avenues qui ont l'air faciles parce que ça ne sera pas facile, qu'on se le dise, peu importe. Donc, tu sais, évaluez comme il faut avant de prendre une décision. Faites vos devoirs. Je pense que c'est un peu le message qu'on voulait vous passer sur le côté plus humain de l'entrepreneur, là, de faire attention pour ne pas vous faire avoir dans ça ou d'être déçu par une offre qui n'était pas celle que vous aviez besoin, qui répond mieux à quelqu'un d'autre. Donc, excellent. Puis, toi, tu as accompagné plein de gens, puis c'est ce que tu fais, hein, soutenir des entrepreneurs qui présentement vivent différentes difficultés. Ça serait quoi les 3 plus grandes leçons que tu as retirées dernièrement ou dans ton parcours jusqu'à présent là, par rapport au vécu de tes clients? Bien, c'est sûr que puis je veux mentionner qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui ça va super bien présentement. J'ai des clientes qui sont en feu, qui sont sky's the limit, puis j'en ai d'autres que c'est plus difficile. Puis je pense que tu sais, je réalise aussi que le temps qu'on va donner à notre entreprise va avoir un impact. Parce qu'on peut donner beaucoup de temps à nos clients, mais si on ne prend pas de temps pour notre entreprise, puis juste mettre les cartes sur la table et dire OK, voici l'état de la situation, comment est-ce que je peux jouer avec mes cartes pour que ça puisse bien fonctionner. Mais les gens qui ont réussi à se sortir de cette espèce d'épisode de c'est plus difficile ou incertain, c'est des gens qui ont osé essayer des choses. C'est des sorties de zone, c'est super difficile ou désagréable pour plusieurs personnes ou juste aller sur LinkedIn. Puis là, je dis, allez-y, oui, mais j'aime pas ça publier. Puis oui, t'as même pas besoin de publier sur LinkedIn, va juste jaser en commentaire. C'est le seul réseau où les gens lisent les commentaires des autres personnes en dessous. On ne voit pas ça nulle part ailleurs, sur aucun autre réseau. Ça peut amener des opportunités, mais il faut se mêler aux gens un peu. C'est pas en restant chez nous, en cabané,
Puis tu sais, je dis ça, puis je suis pas très fan de réseautage présentiel, parce que même si j'ai pas de l'air, je suis quand même timide. Mais c'est arrivé dans une grande salle. Quoi qu'à Alias, j'étais allée il y a 2 ans, c'était super le C'est fun exceptionnel, d'ailleurs. Oui, c'était le Alias. fun. D'ailleurs, je vous invite, là. J'avais beaucoup de fun celui-là. Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il faut trouver des gens pour s'entourer, que ce soit tu sais, du coaching, peu importe du coaching, l'accompagnement, la formation continue aussi. Ça peut être une façon de diversifier ou peut-être d'ajouter un petit quelque chose à nos services qui vont répondre encore plus aux besoins de nos clients puis nous aider. Mais il faut sortir de ce qu'on est habitué de faire puis rester en action. Il n'y a pas une journée où vous devriez vous asseoir sur votre steak en disant « ça va se passer ». Il n'y a pas une journée. Donc, d'être toujours en mode à chaque jour, comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux aller atteindre des nouveaux clients? Puis, allez donc relancer vos anciens clients aussi, là. Peut-être que vous pouvez créer une offre qui est super adaptée à vos anciens clients qui, depuis qu'ils ont travaillé avec vous, ben, ont évolué eux aussi. Effectivement, c'est intéressant. Ou tous ceux que vous n'avez pas réussi à obtenir à l'époque, si vous avez bien fait vos devoirs, de bien garder les contacts, des fois de repenser à une offre pour ces gens-là. C'est très possible de les relancer. Vous avez une mine d'or de contacts qui est là, donc on peut l'exploiter effectivement. Mais il faut rester motivé. C'est ça, tu sais, c'est super difficile. Puis c'est ça. On a beau dire, quand on était jeune, là, mettons, là, je me faisais laisser par quelqu'un. Ma mère me disait un perdu, 10 de retrouver. Hein? Puis là, j'étais comme, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre présentement, mais j'espère que ça va fonctionner. Mais c'est la même chose avec la business, tu sais. Aie confiance, il y a des clients qui vont arriver. Ben oui, mais quand? Non, c'est ça. Tu sais, fait qu'il faut se mettre en action, puis il faut se faire voir. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les réseaux sociaux, mais c'est un endroit qui vous coûte rien pour vous faire voir, pour vous faire connaître, pour vous positionner aussi. Assurez-vous que les gens associent votre nom à votre expertise. Déjà là, vous allez avoir un gros bout de chemin de fait. Non, le repositionnement peut être là aussi, revoir mon image ou en avoir une solide, puis bien me positionner sur les réseaux sociaux, effectivement. Réaffirmer. Aujourd'hui, voici ce que je fais. Voici qui j'aide. J'ai fait une publication comme ça au début de l'année. Là. Coucou! En passant, là, vous me voyez souvent, mais je veux juste nommer que j'aide pour, comment. Puis, tu sais, j'ai plein de monde qui m'ont écrit comme « Ah, merci, je te lis, ça fait un bout, mais je savais pas exactement que... Ils avaient compris je faisais quoi, mais ils savaient pas de quelle façon spécifiquement. Une petite publication qui m'a pris 2 minutes à faire, puis qui a généré des appels découvertes, puis des clients potentiels. Oui, exact. Effectivement. Donc, c'est ça. Fait que, si je retiens bien de notre rencontre aujourd'hui, Julie, bon, ben, tu sais, les conseils que j'ai envie de vous donner en même temps, ça va moins bien, les clients sont moins là, on est stressé. Bon, ben, sortez votre forward de tous vos processus. On n'oublie pas celle-là. Après ça, ben, tu sais, l'offre que vous avez présentement, est-ce qu'elle se découpe? Est-ce qu'elle se scinde en morceaux plus petits, les réinventer? Fait que, on ne veut pas couper nécessairement sur nos prix, mais on peut les modifier. Donc, on ne baisse pas notre qualité, on ne perd pas notre notoriété. On le fait autrement ou en plus petite bouchée, ce qui pourrait effectivement permettre aux gens, comme avait vécu Julie, d'acheter finalement pour plus cher que le forfait premium. C'est ça, on parle des belles surprises. C'est ça, exact. Puis de comprendre que vous n'êtes pas seul là-dedans, de vous laisser le temps d'éclaircir votre fameux lac avec la roche dedans, là, prendre les bonnes décisions, tisser des liens vers les gens. Allez écrire à Julie sur LinkedIn. Connectez-vous. Ouvrez un compte LinkedIn si vous n'avez pas. Venez aimer Julie, alias. Connectez-vous à des gens. Puis effectivement, commentez. Puis vous allez rapidement tomber avec des gens qui vivent les mêmes choses que vous. Je pense que ça, des fois, c'est rassurant. Puis ça nous aide à rester dans l'action. Puis tout ça. Oui, puis rester à l'affût parce qu'il y a souvent des gens qui vont juste nommer de façon informelle. Je m'en vais dans un coworking travailler vendredi. As-tu du monde qui osez y aller, là, puis être avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est super malaisant au début. Mais une fois que vous êtes là, après, vous avez peut-être trouvé un petit groupe aussi à qui appartenir ou un groupe vers qui aller. Juste, ça fait sortir, puis ça fait voir aussi qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de situation-là.
Good. Ben, merci beaucoup. Fait qu'on a des devoirs. Je pense que tout le monde peut réfléchir, même si ça va bien vos affaires en ce moment. Regardez donc vos compétiteurs autour. Qu'est-ce qui se passe sur le marché actuellement? Votre clientèle, est-ce qu'elle a évolué depuis? Comment vous pouvez vous positionner? Fait que je pense que même ceux pour qui ça va bien actuellement, ben, profitez des conseils de Julie. Ayez cette réflexion-là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour peut-être améliorer votre offre de service ou la repositionner, effectivement, si jamais vous avez besoin de le faire. Donc, ben, merci énormément pour ce partage. Merci.